Alors, on va démarrer la troisième table ronde et la dernière de la journée sur ce sujet dont vient de parler François, le carbone, la lutte contre le réchauffement climatique, avec la présentation du projet de la PAD qui est du carbone au cœur des sols. Donc, j'appelle à venir Diane, Noé, Christophe Piette et Justine. Et Claire, je vous cherchais. C'est ça. Alors pour cette dernière table ronde de la journée, on va parler du projet du carbone au cœur des sols qui est porté par la PAD, porté par ses agriculteurs. Et on va voir comment des entreprises peuvent s'intégrer et peuvent valoriser le travail des agriculteurs et peuvent le reconnaître aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup parlé des freins et de comment est-ce qu'on reconnaissait les agriculteurs qui travaillent déjà dans ces pratiques-là depuis de nombreuses années. Donc c'est très bien comme ça. J'ai juste pas la zapette, je sais pas où est... Pardon, très bien. Non mais je sais pas comment ça fonctionne. Bon, on va voir. Très bien, le bouton vert, ok. Je retiens. Alors je vais vous présenter un petit peu les gens qui m'entourent pour cette table ronde et discuter de ce sujet. On a d'abord Claire Loutelier, donc, qui est responsable innovation, valorisation agronomique chez CED Environnement. Elle aura l'occasion de nous parler un petit peu plus des activités de cette entreprise. On a Diane Mazur, donc, qui est agricultrice impliquée dans le projet du carbone au cœur des sols et aussi administratrice APAD et très impliquée depuis le début de l'initiative sur le carbone au sein de l'association. Elle aura l'occasion de nous expliquer un petit peu comment est né le projet du carbone au cœur des sols. On a Noé Brissot qui est agriculteur aussi, engagé dans le projet et du carbone au cœur des sols, qui nous expliquera qu'est-ce que ça veut dire pour lui concrètement d'être impliqué dans ce projet et voilà, travailler autour de ça. Et finalement, on a Christophe Piette qui nous a rejoint, qui est donc le directeur de l'entreprise Chenu, qui est un partenaire du projet du carbone au cœur des sols. Donc il aura l'occasion de nous présenter les activités de cette entreprise qui sortent vraiment du milieu de l'agriculture dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Donc, et moi-même, Justine Lebas, moi je suis chargée de mission à la PAD depuis 3 ans maintenant, et puis je suis sur les sujets de carbone aussi depuis 2 ans. Mais voilà, Diane aura l'occasion de représenter comment tout ça s'est passé. Je voulais repartir un petit peu de pourquoi est-ce que les fermes, elles ont, en agriculture de conservation des sols, elles ont aujourd'hui un impact positif vis-à-vis du climat. Alors on l'a un petit peu abordé avec M. Sartou ce matin. Mais vis-à-vis des 3 piliers, en fait, quand on parle de non-travail du sol, forcément, on diminue drastiquement les consommations de carburant. Et on a parlé de moins 60% ce matin avec M. Sartou. Mais avec cette diminution de consommation de carburant, on a aussi une diminution des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. Et puis un autre pilier qui a aussi un impact dans ces réflexions-là, c'est donc la couverture permanente des sols, puisqu'on va en fait chercher à avoir des plantes en permanence sur ces parcelles, des plantes qui font de la photosynthèse et donc qui stockent du carbone et qui ensuite sont restituées au sol. Et c'est comme ça qu'on amène des taux de matière organique plus importants dans les sols et donc on stocke durablement ce carbone sous une forme particulièrement utile dans la fonctionnalité des sols qu'est la matière organique. Donc, comme vous l'aurez compris, le carbone, c'est un sujet qui touche beaucoup nos agriculteurs et depuis longtemps. Donc, quand ils ont commencé à voir que l'agriculture était une solution qui était abordée par le grand public potentiel, voilà, c'est une source d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi une solution et le seul secteur aujourd'hui qui est en capacité de stocker du carbone. Donc nous, on a voulu se saisir à la patte de ce sujet. Et est-ce que Diane, tu pourrais nous parler un petit peu de comment est né ce projet à la PAD, comment est-ce qu'on a travaillé là-dessus à partir du moment où c'est devenu un sujet? Alors, ouais, ça marche. Non, donc en effet, hein, ce que tu viens de répéter, et pour moi c'était fondamental, hein, le mot qu'on n'avait pas assez dit depuis ce matin, c'était le mot photosynthèse, donc merci de l'avoir dit. N'oublions pas hein, que le carbone, je veux dire que la photosynthèse, c'est l'entrée de l'énergie dans toute notre vie, puisque il n'y a pas longtemps, je faisais une formation à des petits gamins pour vulgarisation bête sur la matière, et je leur disais, vous êtes tous des enfants du soleil. Alors ça fait un peu le film qu'on avait quand on était jeunes, mais on est tous des enfants du soleil. Toute notre matière, c'est du carbone qui a été stocké au départ par les plantes. Et bon, j'exclus un peu hein, toute la partie photosynthèse dans la mer, etc. Mais je veux dire, c'est l'origine de tout. Et c'est fondamental. Alors bien sûr, aujourd'hui, l'agriculture sur le plan climatique, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Guillaume, hein, il y avait la première section, c'était A,
climat. Donc climat, on pense réduction des émissions, hein, ce que tu disais, hein, des émissions, à la fois nos émissions par l'azote, nos émissions de CO2, par les combustibles, évidemment toutes les émissions des pauvres vaches qui émettent des gaz. Mais donc l'agriculture représente 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ça fait toujours peur. Mais on oublie que l'agriculture est la base, d'accord, des émissions, mais elle est aussi la base du stockage, hein, ce que tu viens de dire, le stockage dans les sols, la matière organique. Et puis, c'est la création du carbone renouvelable. Hein. À chaque fois qu'on produit quoi que ce soit, on a produit du carbone renouvelable qu'on peut stocker à long terme. Alors là, on va parler des forêts. Moi, je suis productrice de chanvre, alors je vais parler du chanvre, mais qui peut être aussi, mais qui est malgré tout du carbone renouvelable. Et en fait, c'est tellement important, cette notion de l'importance de notre agriculture dans le climat, et puis l'agriculture de conservation des sols, là où on va avoir une augmentation dès qu'on parle de matière organique. Moi, je me dis, à chaque fois, je veux représenter les bienfaits de l'agriculture de conservation des sols, et je me dis, finalement, il y a un point, c'est matière organique. Il faut commencer par matière organique, et puis ensuite, on arrive à voir tous les avantages de l'agriculture de conservation des sols, dont le premier, dont on a parlé toute la journée, hein, la biodiversité. Et pareil, sur la biodiversité, bon, c'est pas tout de suite ce qu'il fallait dire, mais je me rappelle qu'à un moment, on parlait tout le temps de la stagnation des rendements. Et j'ai lu quelque part que la stagnation des rendements, finalement, elle s'expliquait par la perte de la biodiversité. On est toujours dans cette histoire de... on apporte, grâce à la matière organique, de l'énergie dans les sols. Bon, tout ça pour dire que nous, on voit au quotidien notre matière organique qui augmente, on voit tous les bienfaits, et c'est toujours cette spirale vertueuse. Et en parallèle, et c'est pour ça que j'ai commencé à m'engager à la PAD, hein, en parallèle, on nous casse du sucre sur le dos, l'agriculture de conservation des sols, le glyphosate. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est l'agriculture. C'est hyper classique, on a bien l'habitude. Et cette notion de... Nous, on sait qu'on stocke du carbone dans les sols, et d'un seul coup, on voit apparaître cette notion de... on sait très bien qu'on a, en tout cas, l'agriculture de conservation des sols a un bilan positif sur son stockage de carbone. Et enfin, on a l'opportunité de pouvoir dire on a un impact positif, pas que négatif, sur le climat, sur la biodiversité, sur la matière organique. Et c'est vrai que c'était un peu cette opportunité on parle du carbone, de mettre en avant l'agriculture de conservation des sols. Alors, quand on a commencé à parler au carbone tout au début, il y a plein de projets qui parlent de carbone dans le monde, et il fallait savoir est-ce qu'on part sur le label bas carbone qui a été proposé par le ministère de l'Environnement, ou est-ce qu'on part sur un système plus international. Alors, c'est vrai que le projet, au moment où on a commencé à parler carbone, c'était aussi au moment où la PAD a sorti son label Au cœur des sols. Donc on savait qu'on avait un panel d'agriculteurs qui avaient certaines techniques d'agriculture de conservation des sols, donc on avait vraiment une sorte de pool d'agriculteurs ayant une agriculture vertueuse. Et donc, ça a été l'opportunité. On s'est dit, allons dans le label bas carbone Grande Culture que propose le ministère de l'Environnement. Il en était à tous ses débuts. Il y avait encore en place la méthodologie qui était en train de se mettre en place. Donc, on s'est mis partie prenante dans ce projet. Alors, c'était, quand je dis partie prenante, on a été pas tout à fait au balbutiement, mais juste après. Je regarde Claire parce qu'elle était dans les balbutiements, elle. Et ça nous a permis donc déjà de vérifier que, parce qu'on parle toujours, je ne sais pas si sur les labels, sur le carbone, label bas carbone, on parle de la question d'additionnalité. Et donc nous, comme on est des agriculteurs qui avons déjà des pratiques vertueuses, est-ce que, c'est toujours pareil, est-ce que financer des crédits carbone, émettre des crédits carbone, ça va... normalement, il y a un delta entre notre situation initiale et notre situation finale. Or, on est déjà super bien. Donc, ça va être difficile de créer, de faire mieux, bien sûr. Et en fait, c'est là où c'était bien d'entrer dans le début du projet, puisque on a justifié qu'il fallait bien considérer que les agriculteurs on avait déjà des pratiques vertueuses et qu'on pouvait nous comparer par rapport à ce qu'on faisait en plus de ce qui était demandé. Donc ça, c'était bien d'être dans le début du projet pour pouvoir en parler et vérifier qu'on allait bien pouvoir valoriser ce qu'on faisait, nos pratiques, même aujourd'hui. Donc le projet, qu'est-ce que... non, mais c'est... Donc le projet, donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a suivi le label bas carbone Grande Culture du ministère de l'Environnement. On savait à peu près qu'en agriculture de conservation des sols, on peut considérer qu'on stocke une tonne de CO2 par hectare et par an. Donc ça permet de valoriser ce que fait l'agriculteur.
Et puis, on a lancé ce projet l'année dernière, en décembre, en disant aux agriculteurs, ben voilà, est-ce que vous êtes partants pour partir dans ce projet de stockage du carbone, sachant que l'objectif, c'est donc de valoriser ce que nous faisons au quotidien. Concrètement, donc ceux qui ne connaissent pas le label bas carbone Grande Culture, il y a les agriculteurs, il y a un porteur de projet, donc c'est la PAD qui s'est positionné comme un porteur de projet. Avec ce projet, on va calculer combien chaque agriculteur va... Donc c'est ce fameux delta, diminuer les gaz à effet de serre émis et puis augmenter le carbone dans les sols. Et donc là, encore une fois, il fallait trouver un intermédiaire de comment est-ce qu'on va calculer ça. Donc il existe sur le marché plusieurs outils. Et l'avantage d'être dans les premiers, c'est qu'on a testé les outils dans leur balbutiement. Encore une fois, on n'a pas été satisfait. Donc il a été décidé à la PAD qu'on allait nous-mêmes faire notre petite calculette, ce qui a été fait. Elle a été certifiée il y a 1 mois. Donc on est encore une fois, c'est ça que moi je suis super fière de ce projet carbone, puisque on est les agriculteurs avec des vraies pratiques vertueuses. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes porteurs du projet. L'outil a été développé par nous-mêmes et il est certifié. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à finir de faire nos diagnostics, calculer combien est-ce qu'on a émis de crédit carbone grâce à nos 230 agriculteurs qui sont rentrés dans le projet. Et ensuite, eh bien, on aura des super crédits carbone certifiés avec tous les bienfaits qu'on peut vendre en valorisant tous les autres bienfaits, puisque le carbone n'est qu'une entrée du système, puisqu'on sait bien que le carbone, c'est bien, mais que derrière, c'est de la matière organique. Derrière, c'est tout ce qu'on a dit, l'eau, l'air, la biodiversité. Et donc, derrière, la prochaine étape, c'est de trouver des super partenaires, comme on a déjà trouvé CED et Chenu, pour nous soutenir dans ce projet. Est-ce que tu peux nous parler, Diane, des grands chiffres du projet? Wow. Ils sont en face de toi, regarde. Alors, 230 fermes, donc c'est 350 agriculteurs, puisqu'on a des fermes avec plusieurs agriculteurs. Donc, ça fait 40 000 hectares. Tu as vu, c'est le chiffre qui n'est pas marqué. 40 000 hectares, et c'est là où si on considère 1 tonne par hectare et par an, donc ça ferait 40 000 tonnes, fois 5 ans, parce que c'est des projets sur 5 ans. Alors, c'est vraiment un projet qui est difficile, puisque on demande à l'agriculteur de s'engager la première année, mais c'est qu'au bout de 5 ans qu'il y aura l'émission des crédits carbone. D'où la difficulté de dire à une entreprise, eh bien, venez donc avec nous, sachant que dans 5 ans, vous aurez le droit à avoir des crédits carbone qui seront certifiés. Donc, c'est d'où la grande difficulté vis-à-vis des entreprises. Donc, 40 000 tonnes fois 5, ça fait bien 200 000 crédits carbone estimés. Et donc qui seront donc certifiés. Et pareil, on en aura peut-être beaucoup plus. Donc pour l'instant, on a commencé à faire la comptabilité des premières exploitations avec notre super calculette, qui s'appelle la calculette de la PAD. Et on arrive à peu près à ce chiffre-là, à 1 tonne par hectare et par an, avec une grande variabilité. On a des chiffres négatifs et on a des chiffres, on a jusqu'à 7 tonnes par hectare. Pour l'instant, qui sont sortis des premiers résultats qu'on est en train d'analyser. Très bien. Tu nous as parlé du fait que le carbone, c'était le cœur du projet, mais ce n'était pas le seul service qui pouvait être rendu par ce type de projet. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un des chiffres qui n'est pas affiché là, mais autour du choix qui a été fait pour le prix de ces crédits carbone au sein de la PAD? Alors, on a fixé un prix. Alors, c'est au départ, c'est un peu aussi savoir quel était on va dire, Terra Solis, ou dans la région Champagne, ils ont commencé à faire aussi une analyse en faisant les prix du changement de technique, de comment est-ce qu'on se convertit vers une agriculture plus durable. Et on arrive à un minimum de 50 € par hectare. Et on s'est dit, alors je ne sais plus si c'est vraiment comme ça, si c'est qu'est-ce qui pourrait inciter l'agriculteur, mais que ce prix plancher de 50 € par hectare était un prix plancher qu'on essaierait qui pourrait être indexé ou être modifié sur les prochaines années, mais en tout cas c'était on va dire la base qu'on estime donner aux agriculteurs en compensation de leur crédit carbone qu'on va pouvoir vendre. Et en fait, c'est drôle, parce que hier, il y avait une réunion à Reims sur le carbone, et on parle de 27,50 €, on parle d'une moyenne de 35 €, et tout le monde dit c'est pas assez pour inciter la transition agroécologique de l'agriculture. Alors, c'est pas que des agriculteurs en agriculture de conservation des sols. Donc, quelque part, je me dis chouette,
Nous, au moins, on a déjà défini au départ un prix qui est un prix qui est réalisable, qui est un prix réalisable pour les agriculteurs, qui est un prix qui est vraiment valorisant pour les agriculteurs. Alors, on a également pensé à une indexation, on n'est pas les seuls à y avoir pensé, c'est-à-dire se dire que si en effet tout le monde parle de l'explosion des prix du carbone, etc., notre prix n'est pas un prix fixe, c'est un prix plancher pour la première année. Aux entreprises, on le vend plus cher parce qu'il faut quand même payer les pauvres salariés de la PAD. Mais donc l'agriculteur, on s'est engagé à ce qu'il reçoive la première année 50 € par hectare et par an. Alors bien sûr, il ne va pas le recevoir la première année puisqu'on n'a pas encore tous les partenaires en face, c'est comme ça. Mais puisqu'on a bien expliqué, c'est qu'au bout de 5 ans qu'on aura tous nos crédits qui seront certifiés, qu'on aura nos 200 000 crédits carbone, que tout le monde se sera déchiré pour les avoir. Je pense qu'on va avoir l'occasion de développer après avec les questions qu'on va pouvoir avoir sur ce point-là. Je propose qu'on passe au témoignage de Noé et de voir comment est-ce que ce projet du carbone au cœur des sols, qu'est-ce qui signifie vraiment pour les agriculteurs sur le terrain et comment est-ce que ça se met en place concrètement. Noé, est-ce que tu peux nous parler, te présenter et puis nous dire un petit peu comment la CS est arrivée dans ton parcours et où est-ce que tu en es aujourd'hui sur ces pratiques-là? Bonjour, alors moi je suis agriculteur entre Touraine et Vienne. Je suis sur une ferme de 180 hectares, exploitation familiale. L'exploitation, elle a commencé dans les années en 95. Mon père a déjà commencé à arrêter le labour. Donc déjà, il avait déjà fait un premier pas. Et j'étais pas encore sur la ferme, pas encore installé, que j'ai dit, j'étais à l'école dans les années 2008. Et allez, on prend le semoir et on sème direct. Donc, par rapport à ce qui a été dit ce matin, j'ai eu l'avantage d'avoir un père pas têtu et de pouvoir essayer. Donc ça a été un très 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 gros avantage, je dois l'avouer, par rapport à tous ceux qui ont une pression familiale énorme. Donc ensuite, les premières années, c'était forcément quelques petites parcelles, 2, 3, 5 hectares. On teste, et puis on augmente, et ça fonctionne, et on augmente, et on augmente. Et en 2016, j'ai passé la totalité de l'exploitation en semi-direct. Je suis officiellement installé en 2019, mais bon, ça c'est officiellement. Et puis, depuis, je suis en semi-direct strict, voilà. Je suis labellisé au cœur des sols depuis ses débuts, là, le temps de passer. Et aujourd'hui, j'attends l'audit crédit carbone. Donc voilà à peu près mon parcours. Oui, le diagnostic carbone ne doit pas tarder. Alors, Diane a abordé le label au cœur des sols. On n'a pas eu l'occasion de détailler un petit peu ce que c'était que ce label au cœur des sols. Est-ce que tu sais nous dire un petit peu les critères qu'il peut y avoir dedans? Je compléterai. Pas de souci. Alors, le label au cœur des sols, en fait, c'est un label vraiment pour dire on fait de l'agriculture de conservation. Donc, j'ai eu le droit à mon beau petit panneau chez moi. Et en fait, dedans, c'est un audit. Tout simplement que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui il y a. Et donc, en fait, c'est des critères qu'on coche avec forcément les 3 principaux piliers. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les redire vu le nombre de fois qu'on l'a dit aujourd'hui. Donc ça, ce sont des questions éliminatoires. Si on respecte vraiment pas un de ces 3 piliers, là, clairement, on arrête. Avec une petite marge pour être sûr qu'on a, genre par exemple le travail du sol, on a le droit, je crois que c'est 30% de la surface qui peut être déchômée en cas d'un problème spécifique. Mais voilà, faut vraiment que ça soit léger et faut pas que ça soit sur toute la ferme. Déjà, on a une diminution de points si on gratte sur un seul hectare. Ensuite, il y a d'autres points du style engrais, phyto, semences. Quelles sont vos charges et donc potentiellement quelles sont vos réductions de phyto. Donc moins on en a par rapport à l'hectare, plus on a de points. Il y a d'autres contrats. Est-ce que vous vous formez régulièrement? Voilà. Et tout ça vient. Et à la fin, on a un nombre de points. Si on a, alors je ne sais plus du tout le nombre de points. J'avoue que j'étais tellement au-dessus que c'est plus mon problème. Non, mais c'est très complet. Donc si on obtient le nombre de points, on a le label et voilà.
Ok. Il y a juste un dernier critère, alors c'était très complet, il y a juste un dernier critère, c'est sur la biodiversité aussi, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et on intègre aussi ces éléments de biodiversité qui peuvent y avoir sur vos fermes, on les met, et ça peut vous apporter des points supplémentaires. Alors si on parle du label au cœur des sols, c'est parce qu'aujourd'hui c'est la clé d'entrée dans les projets du carbone au cœur des sols. C'est aux agriculteurs qui étaient labellisés au cœur des sols qui ont pu intégrer le projet du carbone au cœur des sols. J'espère que vous suivez. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Donc tu disais, il y a ton bilan carbone qui arrive bientôt là. Donc l'idée c'est que Louis vienne chez toi pour venir faire ce bilan carbone avec la petite calculette. 3 janvier, non 5 janvier. Okay. Donc, je ne sais pas si tu as vu la liste de tous les éléments qu'il fallait préparer avant. C'est un diagnostic qui est quand même assez poussé sur les pratiques qui peuvent avoir été mises en place sur la ferme pendant les 3 années passées, pour voir quelles sont les évolutions qui vont pouvoir être faites pendant les 5 ans du projet, ou quels maintiens de pratiques vont pouvoir être faits par rapport à une moyenne régionale de ce qui est fait. Donc l'idée, ce serait pour toi, donc, de ce que je comprends, plutôt de te comparer à une ferme régionale, une ferme départementale, parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu as déjà atteint cette pratique. C'est clairement pour au cœur des sols, le label au cœur des sols, c'est clairement, j'étais largement au-dessus, donc aujourd'hui, j'avoue, j'ai un peu oublié. Et si je me fais auditer, ça m'affole absolument pas. Le crédit, je ne l'ai pas encore fait, mais je pense que, vu les éléments qu'on me demande, je pense que c'est assez simple à comprendre. Hein. On prend toutes les émissions, tout ce qui est intégré dans la balance, et la balance, elle en est où à la fin. Donc on prend chaque intervention, chaque kilo d'engrais, chaque produit, et c'est ça. Et à l'opposé, tout ce qu'on stocke, donc on produit tant de tonnes de carbone, donc derrière, on produit tant de rendement, on produit tant de paille, donc il y a tant de carbone de stocker dans les sols. Et voilà, la balance se fait tout simplement là. Ouais, donc pour bien comprendre, les crédits carbone, en fait, ils sont générés en comparant le bilan d'exploitation agricole avec une référence. Donc soit cette référence, on l'a choisie en tant que la ferme type de la localité, c'est-à-dire du département, de la région, selon les données qui sont disponibles. Soit on compare cette ferme et les efforts qui sont faits pendant les 5 années à la ferme juste avant le projet, pendant les 3 années précédentes. Voilà, donc c'est soit on bénéficie du maintien des pratiques et on valorise le maintien des pratiques, soit on valorise les efforts qui sont faits pendant le projet. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, il y a plein d'organismes aujourd'hui qui veulent vendre du carbone et qui vous sollicitent en tant qu'agriculteur. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi la PAD et comment ça a fait sens pour toi, à un moment donné, d'engager avec la PAD ? Là où ça fait complètement une continuité, on est déjà, j'étais à la PAD depuis très longtemps. C'est ce qui nous a permis d'avancer, de continuer, de comprendre, de se former. Derrière, c'est un projet d'agriculteur. Donc on sait ce que ça implique, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire, et à côté de ça, on n'a pas ces entreprises qui gravitent et qui juste essayent de faire du business sur notre dos. Là, c'est vraiment nous, on a vraiment l'impression d'être très impliqués. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence avec la PAD. Tout à fait, ouais. Diane, tu ne l'as pas forcément précisé ou pas, mais il y a très peu d'intermédiaires. L'objectif, c'est qu'un maximum de ce qui va pouvoir être touché des entreprises puisse revenir directement aux agriculteurs pour les aider dans leur pratique quotidienne. Tu me parlais aussi de l'importance que pouvait avoir cette reconnaissance financière et cette plus-value, et que finalement le prix il était assez presque dérisoire vis-à-vis de la valeur inestimable que pouvait avoir la matière organique sur ton exploitation. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quoi la valeur de la matière organique ? La matière organique, ne faut pas oublier qu'un seul sans matière organique, c'est la roche-mère. La roche-mère, on pourra manger que du lichen. Je pense qu'il y aura beaucoup de morts. Donc voilà, la valeur, même au niveau de la société, elle est inestimable. Donc là, ce qu'on cherche, c'est avant tout une reconnaissance, c'est quelque chose que tu dis, c'est important, on a travaillé pour, et là, je suis enfin reconnu pour avoir stocké, fait quelque chose de bien pour la société. Voilà. Au-delà du prix, lequel est le juste, c'est très, très, très compliqué à dire ce que ça valait. Et tout ça dans un projet collectif donc de 230 agriculteurs aussi, avec lesquels tu as l'occasion d'échanger régulièrement, que ce soit en local, toi, avec la PAD, ou plus largement avec la PAD nationale.
Je propose qu'on passe au témoignage de Claire avec CED Environnement. Est-ce que tu peux nous parler, Claire, des activités de CED Environnement et de le replacer un petit peu dans le paysage? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, CED Environnement, c'est une filiale du groupe Veolia. On est à peu près 450 salariés et on a une activité qui est principalement en France. Et on est spécialisé dans la valorisation en agriculture de déchets, sous-produits, coproduits. Voilà, pour donner des exemples concrets de nos activités, on gère et on suit d'un point de vue réglementaire et agronomique des épandages de différents types de matières, par exemple les bouts de stations d'épuration. On a aussi des activités de compostage avec une trentaine de sites de compostage où on compose principalement des bouts de stations d'épuration. On a une activité de méthanisation avec 2 sites en propre et beaucoup de partenaires avec des sites tiers à qui on amène des gisements à méthaniser. Et puis, on a une activité très importante de commercialisation de compost, d'amendements organiques et de fertilisants organiques. Et puis, plus récemment, pour la petite anecdote, on s'est diversifié dans des activités qui sont nouvelles pour nous, donc qu'on appelle la bioconversion. Donc, c'est la production de protéines d'insectes qui sont destinées à l'alimentation animale. Et ces insectes sont élevés sur des déchets de l'industrie agroalimentaire. Et puis, aussi, une nouvelle activité pour nous qui est la fabrication de pots de fleurs biodégradables. Donc voilà, donc en fait l'ADN de CED, c'est l'économie circulaire, c'est valoriser ce qu'on pensait être une fin de vie pour un déchet, mais qui en fait repart dans un nouveau cycle de production. Et puis sa spécificité, c'est aussi ces liens forts avec l'agriculture et avec les agriculteurs. Alors, tu as déjà commencé à l'aborder, mais quelles sont les valeurs de l'entreprise vis-à-vis du changement climatique ? Alors, tu parlais du cycle de vie et du coup, quelle démarche est-ce que vous avez mis en œuvre dans l'histoire de l'entreprise ? Alors, pour situer un peu le contexte, donc, en tant que filiale de Veolia, on décline la stratégie du groupe Veolia en termes de lutte contre le dérèglement climatique. Donc, il y a 2 axes forts sur lesquels on travaille. C'est déjà réduire nos propres émissions et puis accompagner nos clients, qui sont les collectivités et les industriels, dans la réduction de leurs émissions. Les objectifs du groupe, c'est d'essayer d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 et d'avoir diminué de 50% ces émissions d'ici 2032. Et pour ça, en fait, les moyens qui ont été décidés, c'est de travailler à 90% sur la réduction des émissions, et puis ensuite, sur les 10% restants, de travailler sur de la compensation carbone, mais pas n'importe quel type de compensation carbone, de la compensation carbone dans notre chaîne de valeur. Donc après, pour répondre concrètement pour CED, quelles sont les démarches qu'on a mis en œuvre et qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. La première étape, comme tout le monde, c'est déjà de faire le bilan de nos émissions, mesurer, compter ce qu'on émet, ce qu'on évite d'émettre, parce que comme on est aussi des producteurs de fertilisants, il y a des fertilisants issus du carbone fossile qu'on évite de produire en utilisant ces produits organiques. Donc, première étape, bilan. Qu'est-ce qu'on émet, qu'est-ce qu'on évite. La deuxième étape, c'est d'essayer de rendre ce bilan un peu plus précis, parce que je ne sais pas si vous avez eu les uns et les autres l'occasion de faire des bilans carbone ou d'assister à une présentation d'un bilan carbone, mais un bilan carbone, ça repose sur des facteurs d'émission qui sont issus de bases de données nationales ou internationales, elles-mêmes alimentées par des données de la littérature. Et tout ça fait que quelquefois, quand on s'intéresse à son propre périmètre, on se retrouve un peu loin de ce qu'il y a dans les bases de données. Et donc l'objectif pour nous, cette année, et on a démarré déjà ça l'année dernière, c'est de faire des campagnes de mesures sur nos sites de compostage pour rendre un peu moins faux ce bilan carbone, être un peu plus près de la réalité et avoir une idée un peu plus précise de nos émissions, puisque la partie compostage est un poste important de nos émissions chez CED. Et puis après, on commence à mettre en œuvre des actions de réduction de nos émissions. Bon, déjà, en gérant des sites de méthanisation, on est producteur d'énergie renouvelable. On a le projet qui va démarrer en 2023 d'installer des panneaux solaires sur les toitures de nos sites. Donc, il y a 5000 m² de panneaux solaires qui vont se déployer dans les mois et années à venir. On s'engage aussi dans le renouvellement de certains équipements
équipements mobiles qui sont utilisés sur nos sites de compostage, qui sont des cribles, pour passer de l'utilisation de gasoil à de l'électrique. Et puis un poste très important pour nous, c'est la valorisation du carbone stocké dans les sols, parce qu'on produit 400 000 tonnes de compost par an. Donc c'est beaucoup de carbone qui revient chaque année au sol régulièrement. Et donc c'est un potentiel de 80 à 100 000 tonnes par an d'équivalent CO2 qui reviennent au sol, et le sol qui est, vous le savez tous, un puits de carbone colossal. Oui, c'est important de montrer l'effort de l'entreprise qui est fait avant de parler de compensation, de contribution carbone, qui arrive vraiment tout au bout de la démarche, quand des efforts ont pu être faits déjà au sein des activités de l'entreprise. Alors comment, du coup, le projet APAD est arrivé dans cette stratégie-là ? Alors, le projet APAD, il est arrivé, je crois, en 2021, porté par Diane et Bertrand, qui sont venus toquer à notre porte et nous présenter ce projet. Et c'est vrai qu'assez rapidement, il a fait sens pour nous, pour pas mal de raisons. Déjà, il y a la notion de territoire, parce que c'est vrai que c'est des projets locaux. Nous, on est très implantés dans les territoires. On a des sites qui sont sur des territoires. On a des clients, collectivités industrielles qui sont sur des territoires. On a des partenaires agriculteurs qui sont sur des territoires. Donc ça, c'était très important. L'aspect local, plutôt que d'aller compenser sur des projets parfois très lointains, parfois un peu incertains. Donc ça avait beaucoup de sens. La deuxième chose qui a beaucoup de sens, c'est un projet agricole, et donc vous l'avez compris, on a des liens forts avec l'agriculture, donc ça faisait beaucoup de sens pour nous. Un projet agricole et une perspective de développement d'une agriculture durable, donc ça aussi c'était important pour nous. Et puis, c'est aussi tous les autres co-bénéfices dont on parle depuis ce matin. Le souci de préserver et d'améliorer la qualité des sols. Donc ça, c'est votre raison de vivre, et c'est aussi une des nôtres. Donc ça fait beaucoup de sens. Améliorer la fertilité chimique, biologique, physique des sols, les préserver. Toutes les préoccupations autour de la biodiversité, autour des usages de l'eau, du grand cycle de l'eau. Donc en fait, c'est vrai que le sens de ce projet, c'est le carbone, évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est autour du carbone et qui est presque aussi important. Et je crois me souvenir qu'à un moment donné, avec Diane, on avait fait un petit exercice. On avait, si on remet tout ça en perspective par rapport à la politique RSE du groupe, dans le groupe, la politique RSE, on a l'habitude de la présenter sous forme d'une roue qu'on appelle la roue de la performance plurielle. Et donc, cette roue est constituée de plusieurs piliers. Donc, il y a évidemment les piliers traditionnels d'évaluation des entreprises sur des aspects économiques, commerciaux et financiers, mais elle porte aussi d'autres valeurs qui sont les piliers sociaux et environnementaux. Et sur cette roue sont repositionnés les objectifs de développement durable de l'ONU. Et Diane avait fait cet exercice de remettre en face de cette roue tous les co-bénéfices permis par l'agriculture de conservation des sols. Et c'était un peu difficile, c'était un peu un truc à se tirer les cheveux, mais on avait quand même pu tous constater qu'il y avait beaucoup d'adhésion sur cette politique RSE et les bénéfices apportés par l'agriculture de conservation des sols. Et pour finir, alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a été mis en place très concrètement dans le partenariat avec l'APAD ? Alors très concrètement, on s'est engagé à vos côtés pour la durée de 5 ans sur ce projet du carbone au cœur des sols qui est en cours de labellisation label bas carbone. Donc notre engagement, il s'est concrétisé par la signature d'un contrat à l'occasion du Salon de l'agriculture en février dernier, par notre financement. Alors c'est vrai, un volume de crédit carbone qui n'est pas délirant, mais on a le mérite de s'être lancé à vos côtés les premiers, et donc avec un principe de financement, de préfinancement année par année sur les 5 années du projet.
Et puis, pour rendre un petit peu plus tangible ce contrat, on a souhaité le concrétiser avec un échange plus particulier avec deux fermes du projet, donc celle de Noé et celle de Christophe Barrois, qui, je ne sais pas s'il est encore dans la salle, où on a décidé d'avoir des liens un petit peu plus resserrés avec ces deux fermes et avec ces deux exploitants pour imaginer des ateliers, des animations et des opérations de communication commune. Qui sont des agriculteurs à proximité de vos, Exactement. de votre siège, de vos sites de production. Alors oui, donc Noé dans la Vienne, qui est tout près et utilisateur d'ailleurs des composts qui sont fabriqués sur nos sites d'Ingrande-sur-Vienne. Et puis Christophe qui est dans le Pas-de-Calais, pas très loin de notre siège social à Arras, mais aussi de deux autres sites de compostage et de méthanisation. Très bien, merci Claire. On va pouvoir terminer par la participation donc, de Christophe qui a prévu une petite présentation, si on veut bien nous la faire passer. Alors, la question qui était intéressante du coup avec ta participation, Christophe, c'est de comprendre comment est-ce qu'une entreprise qui n'a pas une activité agricole du tout, voire qui est une activité très lointaine de l'activité agricole, tu pourras nous en dire deux mots, comment est-ce que tu arrives ici au sein du projet APAD et comment est-ce que tu t'engages Donc on peut dire bonjour à toutes et à tous. On peut dire sans transition, passage de l'agriculture à la logistique des œuvres d'art. Alors tout d'abord, je ne suis pas parfait, je suis ingénieur agro, promotion commune à Diane et à Bertrand. Et donc Chenu, c'est une société que je vais vous faire un peu voyager dans le temps, société qui a 260 ans, société familiale créée par la famille Chenu. On peut juste voir après. Donc c'est l'homme au service de l'art. Donc depuis 260 ans. Ah oui, on peut passer la zapette. C'est quoi, c'est le petit verre ? Donc elle a été créée en 1760 par la famille Chenu avec une particularité qui est nos ouvriers, on les appelle des layotiers emballeurs. Ça existe encore, c'est encore un CAP qui existe. Pourquoi layotiers emballeurs ? Parce qu'ils faisaient les layettes de Marie-Antoinette. Et donc ils ont préparé le sacre aussi de Louis XVI et donc les layettes du bébé. Et il faut savoir qu'il y a un layotier emballeur qui est très célèbre, mais qui est sorti des caisses, parce que nous on est resté dans les caisses. Il est passé dans la maroquinerie, il s'appelle Louis Vuitton. Donc il a bien réussi, puisqu'aujourd'hui c'est une société qui fait plus de 20 milliards. Et donc cette société Chenu a intégré un groupe familial qui s'appelle le groupe Horus, qui lui a choisi d'être le leader dans le monde. Donc c'est une société française, familiale, qui aujourd'hui est leader mondial, puisqu'on a une douzaine de sociétés qui interviennent en France, en Angleterre, en Suisse, au Canada et en Australie, dans lesquels on fait tous la même chose, ce qu'on appelle du fine art. Donc c'est de la logistique d'œuvres d'art, donc comment on emballe, comment on protège, comment on fait transporter des œuvres d'art et comment on les stocke. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Chenu, c'est la plus grosse société qui stocke des œuvres d'art, puisque nous avons 100 000 m² de stockage d'œuvres d'art, essentiellement en région parisienne. Je ne vous donnerai pas les endroits. Avec comme clients les musées et certains grandes fortunes ou grandes sociétés, dont je n'ai pas besoin de vous citer le nom, vous avez juste à regarder le CAC 40 et vous voyez qui sont nos clients. Comment je suis arrivé à cette histoire et comment on est arrivé à cette histoire de travailler avec vous et de vous soutenir ? La première chose, quand on veut maigrir, il faut se peser. Donc on est transporteur, donc on fait rouler des camions, on fait bouger des avions, puisque lorsque vous faites une exposition à Paris et que les œuvres viennent de l'autre bout du monde, ils viennent pas en train, ils viennent pas en bateau, malheureusement ils viennent en avion. Donc au départ, essayez de regarder un peu où étaient nos impacts. Nos impacts 2021, Chenu, c'est 15 600 tonnes de CO2. Je ne vais pas rentrer dans le détail des scope 1, scope 2, scope 3, ni aussi bien, mais grosso modo, vous voyez que 80% de nos émissions viennent du fret. Donc 40% c'est le camion, 40% c'est l'avion. Donc il y a un certain nombre de choses. La première chose qu'on a voulu faire, c'est ce qu'on appelle généralement les 3 R, refuser, réduire et après compenser. Donc la première chose, c'est de réduire. Donc le 1 million de kilomètres que l'on fait avec notre propre camion, on s'est engagé avec l'ADEME, avec un label qui s'appelle Objectif CO2, et ils sont engagés sur les 3 prochaines années à baisser d'environ 25% nos gaz à émissions, l'émission de nos gaz à effet de serre. Avec quoi ? Avec changement de motorisation, changement d'énergie, maintenance et tous des objectifs qui nous permettent de nous engager à baisser à peu près 471 tonnes sur les 3 prochaines années. Vous voyez, on a un certain nombre de labels, on a passé EcoVadis, le Coq Vert, enfin on essaie de tout faire ça cette année.
Autre point important qui est l'économie circulaire, puisqu'on fabrique des caisses. Lorsque vous bougez une œuvre du Louvre vers le Montmartre ou vers ailleurs, eh bien, vous faites une caisse pour emballer cet élément de patrimoine. Et souvent, cette caisse, elle va être détruite. Donc l'idée, c'était d'arrêter de détruire et donc de réutiliser, réemployer, régénérer ces déchets pour éviter de faire des préservations. Et puis, à la fin, on s'est dit, ça ne suffit pas, il va falloir... Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de compensation carbone, nous, on préfère parler de contribution carbone. C'est bon, on peut contribuer à notre échelle. Et dans ce geste de contribution, on a cherché des puits de carbone qui soient locaux. On ne voulait pas participer à des projets qui étaient trop lointains, trop ésotériques. Donc des choses qui soient locales. Et c'est ce que vous revendiquez, avec du sens. Et l'agriculture de conservation des sols, avec l'augmentation de la biodiversité, était quelque chose qui me parlait en tant qu'ingénieur agro, mais qui me parlait aussi en tant que citoyen, qui soit validé bien évidemment par le ministère de la Transition écologique. Et puis le dernier clin d'œil après, le fait que j'étais proche, en tout cas d'un point de vue scolaire et de formation avec Diane et Bertrand qui faisaient la promotion du crédit carbone de la PAD, le fait que... on était sur l'agriculture de conservation des sols, nous sommes dans la conservation des œuvres d'art. Donc c'était le deuxième clin d'œil. Et le troisième, c'est des pubs que vous avez fait en 2017, je crois. Une, c'était de venir voir le patrimoine qui était aussi dans vos sols, qui était avec cette image de Mona Lisa. Et la deuxième qui était venez visiter nos galeries avec des vers de terre. Donc je dis non, il y a trop de clins d'œil, il faut que j'y aille. Et c'est comme ça que j'ai décidé de vous rencontrer et de participer en commençant la première contribution de 100 tonnes et qui va compenser, puisqu'on a voulu vraiment la mettre en rapport avec une action qui est celle de nos voyages. Lorsque vous faites du transport et la logistique d'œuvres d'art, vous avez besoin d'agents, des agents à l'étranger, donc on va les voir régulièrement. Et grosso modo, on dépasse entre 70 et 80 tonnes par an. Et l'idée, c'est de réduire ces voyages, mais également de contribuer pour les compenser. Donc voilà un peu comment est née cette idée et que j'ai voulu mener à bout et assez rapidement. Je crois que Sophie était bluffée. Et moi, j'ai vraiment apprécié de rencontrer François, Sylvain, puisqu'on est venu dans vos locaux voir un conseil d'administration et signer ce partenariat. Et c'était l'occasion d'un déjeuner, moi, d'une vraie bouffée d'air frais, de vous écouter parler de votre passion et de vos engagements. Et ça a achevé de me convaincre, même si j'avais déjà signé. Et j'ai fait intervenir aussi Sylvain, puisqu'il est pas très loin de chez nous. Il est venu parler à nos chefs de projet qui, toute la journée, parlent d'œuvres d'art, de transport, de camions, de fret, de caisses. Ils sont venus écouter un peu Sylvain transmettre sa passion depuis 22 ans. Il fait de l'ACS. Voilà. J'étais rapide. C'était très bien. Merci Christophe. On arrive déjà à la fin de cette dernière table ronde. Alors pour conclure, je vous propose, vous allez me dire qui a envie de se lancer, mais ce serait bien qu'on puisse s'adresser aux entreprises qui soient dans la salle, qu'elles soient en visioconférence ou qu'elles regardent le replay. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour qu'elles s'investissent dans le projet du carbone au cœur des sols et pour leur montrer que ça a un réel impact et qu'il est temps de s'y mettre, quoi. Ouais, il y a un philosophe qui s'appelle Alain qui disait le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Mettez-vous-y. Voilà. Je crois qu'il faut arrêter de... On est sur un prix du carbone qui est dans le marché. On est sur une action locale qui a du sens. Il faut le faire, c'est tout. Je ne comprends pas que vous ne soyez que deux. Ouais, ce qui était mon grand-père, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent dire un mot? Sinon, on va passer au temps de questions-réponses. On y va comme ça. Est-ce qu'on a des questions en distanciel? Je vois que les filles sont... Oui, par rapport au grand public, le mot carbone, ça passe pas. Nous, on l'a testé. Le mot matière organique, ça veut rien dire. Le mot humus, oui. Le mot humus, ça vient humanité, etc. Les gens comprennent l'humus, mais pas difficilement l'autre. C'est noir, le carbone, c'est pas beau, c'est pas bon, voilà. Il faut réfléchir, savoir en termes de communication.
Si je peux témoigner, même si je suis un peu en dehors, moi, ce que je communique vis-à-vis de mes équipes et de mes clients, je parle de ma stratégie climat. Ça passe un petit peu mieux, puisque c'est un impact climatique. Donc la stratégie climat pour les musées, pour les conservateurs, c'est un peu plus parlant. Bonjour, j'avais une question pour Diane Mazur. Vous avez parlé de crédit carbone premium. Qu'est-ce que vous entendez par premium ? Non, mais en fait, premium, alors, certaines entreprises vont émettre des crédits carbone, par exemple, certains agriculteurs, en modifiant leur source d'azote. Vous imaginez que vous mettez de l'azote liquide, vous passez avec un azote avec une inhibition de la libération, un truc un peu compliqué, quoi. Bref, et grâce à ça, vous mettez toujours autant d'azote, sauf que vous avez réduit vos émissions de carbone. Nous, notre réduction de carbone, elle est par moins de passages de tracteurs. Je vais être un peu prétentieuse, hein, mais bon, moins de passages de tracteurs, augmentation du carbone dans les sols. On n'est pas sur une modification de, je ne sais pas comment ça se dirait, mais on n'est pas, on est vraiment sur un système vertueux, c'est-à-dire on sait alors je vais parler d'humus alors, que augmenter l'humus de nos sols, augmenter la biodiversité, ça va nous permettre de diminuer nos traitements phytosanitaires, ça va nous permettre... On connaît toute cette spirale vertueuse. Alors, il y a cet aspect-là. Et en fait, quand on parle de premium, il y a dans le label bas carbone aussi toute une série de co-bénéfices. Et on suit tous ces co-bénéfices-là et on va, j'espère, bien tiquer dans tous les co-bénéfices, c'est-à-dire améliorer tous ces co-bénéfices qui sont à la fois des co-bénéfices sociétaux. Hein. Encore une fois, on a dit on travaille moins en faisant de l'ACS. On travaille moins, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. On consacre moins de temps à l'agriculture en faisant de l'ACS, mais on travaille autant ou on travaille différemment, on va dire. Il y a tout cet aspect dont vous avez pu voir, hein, la passion. Moi j'ai été sidérée par les agriculteurs de la pâte que je ne connaissais pas forcément, les entendre parler aujourd'hui. Je me dis, mais c'est extraordinaire. À chaque fois que je découvre quelqu'un de nouveau de la PAD, agriculteur, et que je l'entends parler, mais je me dis, mais on est tous avec cette même passion. C'est sidérant. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, mais moi ça m'a sidéré aujourd'hui. Et donc il y a cette notion de... on sait quelle est notre place, on sait quelle est notre place sociétale, on est intégré généralement territorialement, tellement qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Justement, le pauvre temps libéré, il est consacré aux arbres, mais à plein d'autres choses aussi, aux abeilles, etc. Donc voilà, c'est tout cet aspect de l'agriculture de conservation des sols qui est plein d'autres choses. Quand Claire parlait tout à l'heure du fameux diagramme que j'ai voulu faire avec tous les services environnementaux de l'ACS, là, je regarde M. Sartou parce que j'étais partie de son travail au départ pour essayer de faire. Je suis arrivée à une telle maille. Tout est lié. Tout est lié. Je ne sais plus, quelqu'un le disait tout à l'heure, mais on a les 3 piliers. Si on en dissocie, quand on commence à voir, parce qu'on ne travaille pas les sols, on améliore la biodiversité. Et tout est lié. Et je pourrais vous montrer. En plus, j'ai dans le cartable. J'ai fait un truc tellement compliqué que j'ai essayé 2-3 fois d'essayer de le reprendre. Je voulais essayer d'avoir un truc bien qui montre à quel point c'était extraordinaire l'agriculture conservation des sols, mais je n'ai pas réussi. Bon, en tout cas, merci Claire de l'avoir regardé, parce que je pensais que personne ne l'avait regardé. Ouais, oui, on le sait. D'ailleurs, regardez, on parle tous. Hier, j'étais donc à une réunion à Reims et un des intermédiaires qui achète du carbone aux entreprises, non, qui achète, ouais, vous avez compris, bref, dit vous vous rendez pas compte, il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont vouloir acheter et pas assez d'agriculteurs qui vont vouloir vendre. Alors, moi, tant mieux, hein, je veux dire, j'ai pris ça très bien. Mais voilà. Quoi ? Non, ou bien nous, parce qu'on est les premiers. C'est là où vous... aux agriculteurs de la PAD, on est les premiers. On est un projet on a eu tort d'avoir fait un projet collectif. On aurait mis un agriculteur, ça serait déjà réglé. Hein, ça serait toi d'ailleurs. ça serait déjà réglé. On a voulu toujours dans notre ce qui est important pour nous. On a fait un projet collectif, national, et en plus on veut pas d'intermédiaire.
On a développé notre calculette tout seul au lieu de prendre quelqu'un d'autre. On a tout fait selon les valeurs qui ont du sens pour nous. En conséquence, on va y arriver. Il y a une question devant. Devant. Non, c'est pas une remarque sur le critère premium. C'est vrai qu'il y a un sujet en fait de confiance et de qualité. Même si les crédits carbone agricoles sont ceux qui trouvent le moins de marché aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'international, le fait est qu'il y a un critère important qui est en train d'être mis fortement sur la table, c'est la permanence du carbone dans les sols. Or, celui que vous vendez, entre guillemets, a vocation à durer très longtemps. Ce qui n'est pas forcément un critère de confiance sur des projets de grande culture qui ne seront pas encore sortis. En disant on met déjà un certain temps à gagner quelques tonnes ou quelques kilos dans le sol, mais on peut les perdre très très rapidement en changeant de pratique l'année suivante, enfin l'année après les 5 ans. Donc c'est un critère important. Il y a le même sujet aussi sur la forêt, où quand on plante des arbres dans des zones où il n'y avait pas de forêt avant, c'est beaucoup plus risqué, même en termes techniques ou naturels presque, de faire ça que de soutenir un vrai projet de reforestation dans une zone qui en a besoin. Donc je crois qu'il y a une vraie sélectivité maintenant des projets de compensation carbone, plutôt que d'y aller un peu à tout va et de prendre n'importe lesquels. Et là-dessus, c'est vrai que quelque part, c'est là où il y en a qui disent c'est dommage parce que vous êtes déjà en transition. Alors nous, on va dire, s'engager dans notre projet, c'est reconnaître notre transition. Mais en même temps, c'est une certaine sécurité, parce que vu comment on est déjà convaincu à l'agriculture de conservation des sols, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain d'ailleurs qu'on va labourer. Donc en fait, il y a cette sécurité sur la pérennité de notre projet, sur le fait que les agriculteurs qui sont aujourd'hui engagés dans le projet, le label le carbone au cœur des sols, du carbone au cœur des sols, c'est des agriculteurs qui vont pas labourer demain. Ni dans 10 ans. Surtout pas dans 5 ans, on va dire, pour l'instant. Je crois qu'on a atteint le bout des questions. Eh bien, écoutez, on vous remercie pour votre attention pour cette dernière table ronde de la journée. Et puis, voilà. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire pour la fin. Oui. Eh bien, écoute, on écoute donc, Sophie. Je vais pas être la seule à faire un petit Très bien. pour la fin, François va me rejoindre. Je voulais évidemment... Le micro ne marche pas, alors je vais en prendre un autre. On en a, ouais, plusieurs. Hop là, voilà. Merci déjà pour votre intervention.